Moi, je m'intéresse aux questions de confiance, donc, ce qui fait qu'on va faire confiance ou non à un contenu qui parle de santé, à une personne, à une institution. Et la confiance, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir de manière très rationnelle. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et donc la confiance devrait aller avec. Et puis aussi de manière très binaire, j'ai confiance ou j'ai pas confiance. Alors qu'en fait, en regardant comment les enjeux de santé ils se font concrètement dans les situations où les gens parlent de santé, où les gens sont face au système de santé, un professionnel de santé, lisent quelque chose sur la santé dans les médias, on se rend compte que c'est plus une question de gradation. Il y a des niveaux de confiance plus ou moins grands. Il y a aussi beaucoup d'acteurs, donc on peut avoir confiance dans certains, moins dans d'autres, etc. Et puis la dernière chose, c'est que les mécanismes qui font qu'on se fait confiance ou non, ils sont variés. Il y a des dimensions qu'on pourrait grouper à peu près en trois grandes, hein, qui sont bien sûr la compétence, mais finalement, ça paraît évident, mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que finalement, si on doit faire confiance à quelqu'un, c'est certainement parce que nous, on n'est pas compétent dans le domaine. Donc, arriver à savoir pourquoi la personne est compétente, c'est pas si simple, et ça repose sur beaucoup de gages de confiance. Mais il y a aussi deux autres dimensions qui touchent moins au fait que la personne soit experte dans le domaine ou pas, et qui sont sa probité, hein, le fait qu'elle nous propose son expertise pour notre bien et non pas pour son intérêt personnel, et puis le fait que ça a une valeur aussi contextuelle, c'est-à-dire les prescriptions en lien avec la santé, les recommandations qu'on nous fait, les mesures qu'on va prendre en santé publique, etc. Il faut qu'elles fassent sens dans les contextes dans lesquels les gens vivent et se retrouvent confrontés à des enjeux en lien avec la santé. Et ça, c'est ma partie recherche, et bien sûr, je l'applique dans mes enseignements, parce que prendre la confiance sous cet angle-là, ça amène à communiquer de manière très différente, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas simplement des experts compétents qui doivent diffuser la bonne information vers des personnes qui doivent ensuite appliquer, mais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui transmettent ces informations-là, que ces acteurs se voient reconnaître des compétences, probités et intérêts contextuels différentes. Et donc ça amène à faire quelque chose qui est moins de la diffusion unilatérale d'informations, mais plutôt de mettre en place des collaborations à long terme entre les acteurs importants pour les enjeux de santé qui nous concernent, de manière à créer une sorte de climat de confiance général qui est plus stable et qui permet de ne pas uniquement essayer de faire des campagnes de communication au moment où il y a un enjeu en santé, mais d'avoir construit quelque chose qui est plus pérenne en termes de relations de confiance autour des enjeux de santé. Alors, un projet qui illustre bien ces questions d'enjeux de confiance en communication et santé, c'est quelque chose d'un petit peu ancien maintenant, mais qui a beaucoup structuré ce que je fais depuis et puis que je retrouve dans tous les projets de recherche que je fais. Ça a été au moment du tsunami qu'il y a eu à Fukushima. Et les fuites nucléaires qu'il y a eu en conséquence, on a pu suivre en fait comment les populations locales reconstruisaient un vivre ensemble, décidaient de rester sur place ou pas, appliquer ou pas les mesures de santé publique qui avaient été préconisées au niveau national. Et là, à ce moment-là, on avait vraiment pu percevoir. Donc on se retrouve dans une situation où les gens qui sont censés être responsables de notre sécurité ont failli, hein, parce qu'il y a eu une crise, il y a eu une centrale nucléaire qui était censée ne pas apporter de risques et qui en a apporté. Donc il fallait reconstruire la confiance, et on a vu qu'il y avait des mécanismes très différents selon les choix de communication entre d'un côté des communications très unilatérales qui étaient faites depuis la capitale, hein, depuis Tokyo, ou alors d'autres responsables, soit d'ONG, des responsables municipaux, qui avaient plutôt choisi de venir, de rester sur place, de vivre au sein de la population, de leur poser des questions sur quels étaient leurs besoins pour arriver à savoir comment continuer à vivre sur place ou décider de partir. Et on a pu observer des mécanismes de reconstruction de la confiance qui étaient
très différent dans les deux cas. En gros, il y a deux grands axes qu'on a vus. Le premier, c'est le fait d'avoir des informations très générales sur les enjeux de santé, ou alors au contraire de faire des choses qui sont très contextualisées. Et ça se traduisait par exemple par le fait d'envoyer des informations sur les risques de la radiation, etc., ou simplement répondre aux questions. Et depuis ça, on l'a vu énormément de fois, par exemple lors de la pandémie et du traitement médiatique de la pandémie au Québec, on voyait très bien que lorsqu'il y avait des informations qui étaient transmises sur les choix qui avaient été faits par la santé publique, il y avait des grosses conséquences sur nos vies quotidiennes, etc. Donc il pouvait y avoir beaucoup de conflits, d'incompréhensions, de tensions. Et quand les médias faisaient des séances en disant nous sommes disponibles pendant 1 heure et on répond à vos questions, on voyait dans les commentaires, etc., qu'il n'y avait que des « Ah, merci, heureusement, vous nous aidez, ça y est, on comprend mieux, etc. etc. » Donc ce côté de ne pas essayer de transmettre de l'information, mais bien de répondre aux questions qui se posent sur place, jouait beaucoup. Puis la deuxième dimension, c'était de démontrer notre implication personnelle, notre engagement. Notamment une question qui était posée quand les personnes venaient expliquer ce qu'il fallait faire sur place, c'était est-ce que vous allez rester vivre sur place un moment ou pas? Et si la personne répondait non, tout ce qui était dit derrière, même si ça avait une valeur scientifique, même si c'était des mesures qui pouvaient être bien choisies, etc., perdait beaucoup en crédibilité parce que les personnes ne faisaient pas confiance. Et donc là, c'est la même chose, le fait de s'engager, de rester sur place, de ne pas prendre contact uniquement quand on a besoin de transmettre un message, mais d'avoir une relation à plus long terme qui est construite avec les différents partenaires. On voit bien que nous, dans les mécanismes, que ce soit dans les interventions qu'on fait en recherche-intervention ou quand on apprend à nos étudiants à communiquer, non pas en envoyant des messages, mais en construisant des relations pérennes, on voit les différences et que c'est très efficace, sans coûter pour autant beaucoup plus en ressources.